Copperhill, Tennessee. Une ville à peine visible sur la carte, enclavée entre des collines boisées et des routes secondaires que seuls les locaux connaissent par cœur. Elle semble figée dans le temps, comme si le monde moderne s'était arrêté à sa périphérie, incapable de franchir ses frontières invisibles. Les maisons y sont en effet charmantes, avec leurs porches en bois peint en blanc, leurs balançoires grinçantes et leurs jardins soigneusement entretenus. Les trottoirs sont bordés d'érables centenaires et les lampadaires diffusent une lumière douce, presque nostalgique. Les gens vous saluent dans la rue, vous regardent droit dans les yeux et vous souhaitent une bonne journée avec un sourire. Mais ces sourires sont codés. Ils ne s'adressent pas à tout le monde de la même façon. Dans Copperhill, on distingue ceux qui sont d'ici de ceux qui ne le sont pas. La différence se sent, s'entend, se voit, parfois même avant le premier mot. Les regards, eux, durent une seconde de trop. Comme s'ils attendaient une erreur. Une justification. Une trahison des règles invisibles. Ici, les traditions ne sont pas simplement respectées. Elles sont gardées. Protéger l'ordre ancien est devenu une seconde nature. Le changement, quel qu'il soit, est perçu comme un danger. Une agression contre un mode de vie que l'on veut croire immuable. Et nul ne symbolise mieux cette mentalité que le shérif George Carter. Homme de haute stature, au visage taillé comme une pierre ancienne, George est un ancien militaire reconverti dans l'ordre civil. Sa moustache grisonnante, taillée au millimètre, est devenue une sorte de blason personnel. Il parle peu, mais ses mots font autorité. Il croit en la discipline, en la hiérarchie, et en une Amérique qui n'existe plus que dans les esprits nostalgiques. Sa fille, Emily, est l'étoile de la ville. Belle, charismatique, douée en tout ce qu'elle entreprend. On l'admire, on l'envie, certains la craignent même un peu. Elle a hérité de la rigidité de son père, mais avec un vernis d'élégance et de modernité. On la voit comme le futur visage de Copperhill. Pourtant, derrière ses sourires, Emily n'a jamais appris à remettre en question les vérités qu'on lui a enseignées dès l'enfance. Pour elle, l'ordre est naturel. Et tout ce qui le perturbe est suspect. Un mardi matin d'été, alors que le soleil doré se pose sur les vitres du café Maggie S, un SUV noir aux vitres teintées se gare dans la rue principale. Il attire l'attention simplement par son étrangeté. Trop neuf. Trop silencieux. Trop extérieur. La portiere se ouvre. Un homme en descend. Noir. Gran. D'une élégance qui semble presque irréelle dans ce décor figé. Son costume gris anthracite tombe parfaitement. Sa chemise blanche ne présente aucun pli. Ses chaussures brillent, mais discrètement. Il porte des lunettes cerclées de métal, et dans sa main, un dossier en cuir tanné, usé, mais bien entretenu. Il pousse la porte du café. Un tintement de clochette. Le silence s'installe. Une seconde. 2. Trois. Le temps s'arrête brièvement, comme si la ville entière retenait son souffle. Puis les conversations reprennent, mais à voix plus basse, teintée d'un trouble difficile à nommer. L'homme commande un café noir. Pas de sucre. Pas de crème. Il s'installe seul, à une table au fond. Il ouvre son dossier, lit quelques pages, prend une gorgée, sans accorder un regard à la salle. À 2 tables de là, Emily le fixe. D'abord par curiosité. Puis, petit à petit, son regard se fait plus dur. Elle observe sa posture, son calme, son assurance. Il ne cherche pas à se justifier, ne semble pas inquiet d'être observé. Il agit comme s'il avait parfaitement le droit d'être là. Et c'est précisément cela qui dérange Emily. Elle fronce les sourcils. Qui est cet homme? Pourquoi il n'a pas l'air de savoir qu'il ne vient pas d'ici? Dans son esprit, une tempête silencieuse se lève. Elle sent, sans pouvoir l'expliquer, que cet homme représente quelque chose qui échappe à son monde. Un rappel que l'ordre établi peut être perturbé, simplement par la présence de quelqu'un qui ne courbe pas l'échine. Alors, sans réfléchir, mue par une impulsion mêlée de peur, d'orgueil et d'un racisme intériorisé, elle sort son téléphone. Et elle compose le 911. Sa voix se fait tremblante, mais calculée. Il y a un homme, un inconnu. Je crois qu'il m'a volé mon sac. Il est assis là, au fond. Il fait semblant de lire. Quand les gyrophares bleus se mettent à clignoter devant le café Maggie S, les clients comprennent immédiatement qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. La petite ville de Copperhill n'est pas étrangère aux arrestations,
Mais jamais dans ce genre de contexte. Jamais avec autant d'urgence. 2 policiers, armes à la ceinture, entrent rapidement. Ils jettent un coup d'œil circulaire, avant de se diriger vers une silhouette calme, assise au fond de la salle. À la porte, Emily Carter est en pleurs. Du moins, c'est ce qu'on croit. Des larmes coulent sur son visage rougi, mais ce ne sont pas des larmes de peur ni de traumatisme. Ce sont des larmes de théâtre. Des larmes qu'elle a apprises à faire couler depuis l'enfance, lorsqu'un caprice ne suffisait plus. Son maquillage est intact, trop bien fixé pour être vrai. Il me a volé mon sac. Sanglote-t-elle. Il est parti avec quand j'étais aux toilettes. Elle n'a pas pensé une seconde aux conséquences. Elle voulait simplement effacer la sensation d'inconfort que la présence de cet homme avait provoquée. Elle voulait le faire sortir, l'éloigner, le punir de son assurance. Et maintenant, la machine est lancée. À l'instant où elle prononce ces mots, le shérif George Carter entre d'un pas lourd, accompagné de son adjoint. Il n'a même pas besoin de demander qui est concerné. Sa fille est là, les yeux mouillés, le doigt pointé. La colère du shérif ne vient pas du doute. Elle vient de la conviction qu'un homme noir inconnu a osé troubler l'ordre paisible de sa ville, et pire encore, qu'il a osé toucher à sa fille. Il ne pose aucune question. Pas à Emily, pas au suspect. Menottez-le. Le silence dans le café devient presque douloureux. Personne n'ose dire un mot. Les policiers s'approchent de l'homme, qui referme lentement son dossier en cuir, sans précipitation, sans panique. Il se lève les mains calmement, comme s'il avait vu cette scène 1000 fois, dans 1000 endroits différents. Je n'ai rien fait. Sa voix est posée. Grave. Maîtrisée. Chaque mot est un rocher dans l'eau trouble. Le shérif ne répond pas. Il se contente d'un grognement autoritaire. On verra ça au poste. Les menottes claquent. La ville respire plus fort, comme soulagée que l'élément perturbateur soit enfin neutralisé. 30 minutes plus tard, alors que Michael Lawson est enfermé dans une cellule du poste de police de Copper Hill, les murs de l'institution tremblent sous le poids de ce qui s'en vient. Le téléphone du bureau du shérif sonne. Pas le portable. Pas la ligne normale. Le téléphone rouge, comme on dit dans le jargon. Celui que seuls les plus hauts échelons de l'État utilisent. Le shérif décroche. Carter. Un silence. Puis une voix ferme, claire, hautement reconnaissable. Shérif George Carter, ici le gouverneur de l'État. Vous venez d'arrêter Michael Lawson, procureur en chef de l'État du Tennessee. Un Long Silence se installe. Le shérif se redresse légèrement sur sa chaise. Il devient livide. Libérez-le immédiatement. Et excusez-vous. Si ce n'est pas fait dans les 10 prochaines minutes, considérez-vous suspendu à titre provisoire, en attente d'une enquête. Et croyez-moi, les médias seront prévenus. Le téléphone émet un clic sec. Le shérif reste figé. Le combiné glisse de ses doigts. Il sent la sueur perler sur son front, sa nuque, sous sa chemise amidonnée. Son coeurbat plus fort. Il revoit l'arrestation, les larmes d'Emily, le visage calme de l'homme, les menottes. Il n'a rien vérifié. Pas demandé son nom. Pas écouté. Il a suivi une impulsion, une habitude, un automatisme ancré dans des années de préjugés. Le shérif descend lentement jusqu'aux cellules. Ses mains tremblent légèrement. Il passe la porte blindée, entre dans le couloir au néon froid. Michael Lawson est assis sur le banc, toujours aussi calme. Il a retiré sa veste, posé ses lunettes à côté de lui. Il lit un article sur une décision judiciaire imprimée sur une feuille pliée. Quand le shérif s'approche, Lawson lève à peine les yeux. Mais ce qu'il offre n'est pas un regard de reproche. Ni de triomphe. C'est un regard insondable. Il y a dans ses yeux quelque chose de plus grand que la colère. Une tempête silencieuse. Une conscience profonde de l'injustice. Une patience née de l'expérience. Il a vu ce regard avant. Il sait ce qu'il signifie. Le shérif, lui, est brisé. Sa voix est basse, hésitante. Monsieur Lawson. Je suis désolé. Il sort les clés, ouvre la cellule. Michael Lawson se lève. Ramasse son dossier, remet ses lunettes, sans un mot. Il ne dit pas merci. Il ne dit pas je vous pardonne. Il n'a pas à le faire.
Sa simple présence, intacte malgré l'humiliation, est un jugement en soi. Il passe devant le shérif, sans le regarder à nouveau. 2 jours après l'arrestation, les agents techniques du bureau du shérif consultent enfin les enregistrements de sécurité du café Maggie S. Le système, bien que modeste, est suffisamment clair. Plusieurs angles montrent sans équivoque la scène en question. On y voit Emily s'éloigner de sa table, le sac à main posé sur la chaise, intact. Michael, de son côté, n'a pas bougé de son siège. Il consulte des documents, sirote son café, ne jette même pas un regard dans sa direction. Quelques instants plus tard, Emily revient, hésite, puis compose le 911. Le shérif, debout derrière les techniciens, ne dit rien. Son visage pâlit. Sa machoire se contracte. L'homme qui l'a fait menotter sans la moindre preuve est innocent. Absolument innocent. Et sa fille a menti. Délibérément. Froidement. Méthodiquement. Il convoque Emily dans son bureau. Les caméras ont tout filmé. Tu n'as jamais été volée. Tu l'as inventé. Pourquoi, Emily? Pourquoi tu as fait ça? Emily se renferme. D'abord, elle nie. Puis elle panique. Papa, j'ai eu peur. Il n'était pas d'ici. Il était bizarre. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? Qu'un homme noir s'assoie dans le même café que toi? Tu réalises ce que tu as fait? Ce n'est pas un inconnu, Emily. C'est le procureur général de l'État. Tu nous as tous mis dans une situation intenable. Elle tremble, pleure, supplie. Mais quelque chose dans le regard de George Carter a changé. C'est un regard vide, las, brisé. Le shérif comprend qu'il ne peut pas étouffer cette affaire. Pas cette fois. Emily refuse de retirer sa plainte, convaincue que l'humiliation publique serait pire que le mensonge en lui-même. Elle s'accroche à une fierté aveugle. Mais Michael Lawson, lui, ne cherche pas à l'humilier. Il ne hurle pas, ne s'exhibe pas dans les médias. Il prend une autre voie. Michael entame une procédure judiciaire. Il n'attaque pas pour vengeance. Il ne cherche pas la prison. Il veut frapper plus fort, dans les consciences. Il porte plainte pour diffamation, dénonciation mensongère et incitation à une arrestation arbitraire. Lorsque les médias nationaux découvrent l'affaire, la ville de Copper Hill devient le théâtre d'un débat brûlant. La photo de Michael menotté, tirée d'un téléphone anonyme, fait le tour du pays. Certains y voient une leçon d'humilité pour la justice. D'autres hurlent à la « chasse aux sorcières inversées ». Mais l'opinion publique penche rapidement du côté de Michael. Il incarne la dignité, la retenue, l'exemplarité. Le procès s'ouvre dans une salle comble. Emily est pâle, fatiguée, soutenue par une mère honteuse et un père silencieux, vieilli de 10 ans. Michael, dans un costume sobre, témoigne calmement. « Ce n'est pas pour moi que je suis ici. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais eu les moyens de se défendre. Pour ceux dont la vie a été brisée par un simple mensonge. Car dans ce pays, un mot peut détruire une réputation. Une accusation peut anéantir une vie. Et bien trop souvent, ces mots ont une couleur. Ces paroles sont reprises partout. Dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il devient une voix pour les sans-voix. Emily, à la barre, craque. Elle s'effondre en larmes. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça aille si loin. J.E. Je ne savais pas. Mais les larmes ne suffisent plus. Le verdict tombe. Travaux d'intérêt général, amende lourde et interdiction d'exercer tout emploi dans la fonction publique pour une durée indéfinie. Le shérif Carter, profondément affecté, annonce sa retraite le lendemain. Il ne supporte plus les regards. Il ne supporte plus les siens. Il quitte son bureau sans cérémonie, emportant seulement une photo d'Emily enfant et sa vieille médaille militaire. Michael, lui, reste. Il achète un ancien bâtiment désaffecté à la sortie de la ville. Il y fonde un centre juridique communautaire, gratuit, pour les habitants de Copper Hill et des environs. Il y propose du conseil, des ateliers et une présence. Une lumière discrète dans une ville qui en avait besoin. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rousses couvrent les trottoirs, Emily franchit la porte du centre. Elle porte un simple manteau beige, les traits tirés, la voix basse.
Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais je voulais te dire que je suis désolé. Sincèrement. J'ai compris. Trop tard. Michael, assis à son bureau, lève les yeux. Il la regarde longuement. Il voit une jeune femme différente. Brisée, peut-être, mais lucide. Et il répond, doucement. Le pardon ne me rend pas ce qu'on m'a volé. Mais il peut te libérer, toi. Il n'ajoute rien. Elle hoche la tête, les yeux embués, puis s'en va. Copperhill ne se transforme pas du jour au lendemain. Mais les choses bougent. Les regards changent. Les silences sont moins lourds. Les jeunes viennent écouter Michael parler de droit, de justice, d'égalité. Il devient un pilier discret, mais puissant. Et un jour, sur le mur du centre juridique, une plaque est posée. À ceux qui ont été accusés à tort, et à ceux qui ont trouvé la force de dire la vérité. Parfois, il suffit d'un seul homme droit, debout dans une tempête, pour que la lumière pénètre enfin dans une ville sombre. Souhaites-tu que j'adapte cette histoire en vidéo, ou que je rédige un épilogue alternatif ?